Et dans La Vérité en face sur Sud Radio à 9h34, on revient sur le discours hier de Poutine. Comment ce discours a-t-il été perçu depuis l'Ukraine et Kiev? On est justement en direct avec Kiev et notre invité Dimitro Tsistiak, poète, traducteur et professeur à l'université là-bas. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Comment ça a été interprété du côté ukrainien, ce discours de Vladimir Poutine en fait hier, et puis ce qu'on annonçait comme une démonstration de force qui n'a pas eu vraiment lieu à l'occasion de ce 9 mai? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, nous avons perçu cela comme une gifle, ce discours, quand on parlait de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui était la victoire de tous les peuples de l'Union soviétique, et principalement le peuple ukrainien, parce que c'est là que se passait quand même le plus grand du terrain de guerre. Et l'héroïsme du peuple ukrainien et biélorusse, et russe évidemment à la même époque, était quand même important. Alors mêler cette, disons, guerre, opération spéciale qui est maintenant en Ukraine et qui fait plus de victimes civiles que la Seconde Guerre mondiale pour le régime nazi, par ce nouveau régime néo-nazi de Poutine, est évidemment scandalisant pour nous tous. Mais, comme vous avez vu, il n'était pas quand même si combatif qu'avant dans son discours. Alors on espère que ça se rapproche quand même de la fin, après la défaite sur le terrain de guerre. Oui, de oui, c'est vrai. Donc moins combatif. Vous avez l'impression que Vladimir Poutine a envie d'arrêter en fait cette guerre, de trouver en fait une sorte d'accord pour que cessent les combats. Alors, ce n'est pas encore pour le moment son projet. Je pense que la guerre va quand même continuer jusqu'au moment où l'armement de l'Amérique et occidentale donc arrive en Ukraine, que l'Ukraine pourra passer à la contre-attaque. Donc, il espère encore qu'il aura quelques succès dans sa campagne. Et c'est alors que viendra l'heure de pourparler. Mais nous voyons déjà que, bon, disons, la rhétorique, elle n'est plus aussi, disons, combative qu'avant. Oui. Restez avec nous, Dimitri Tsistiak. Nous avons aussi en studio, qui vient d'arriver, Régis Sommier, grand reporter. Vous êtes allé plusieurs fois, évidemment, sur le terrain en Ukraine, en Russie aussi. Comment vous avez interprété, vous, ce discours de Poutine, que l'on disait, qui était très redouté, en fait, hier, et comme le disait Dimitri Tsistiak, là, qui est en direct avec nous, finalement, on a l'impression qu'il est moins combatif, Poutine. Vrai ou pas? Je pense qu'il a en effet surpris tout le monde, mais c'est pas inhabituel chez lui de surprendre. On dit toujours que Poutine est un joueur d'échecs, et qu'il a toujours des coups prévus à l'avance. En l'occurrence, je pense qu'il y a en effet peut-être un constat de modestie sur la possibilité d'action en Ukraine. Je pense qu'il a raté sa guerre. Il a imaginé au départ que Zelensky allait faire un peu à l'image de Ashraf Ghani en Afghanistan, partir tout de suite, quitter le pays, et qu'ensuite ce serait une sorte de disons de soumission de l'Ukraine, en fait. Ça ne s'est pas passé de cette façon. Il est allé aventurer ses troupes du côté de Kiev dans des zones où il savait de toute façon qu'il y a eu des une résistance, mais des zones qui n'étaient pas du tout acquises et qui n'étaient pas du tout des zones russophones. On sait qu'il a envahi l'Est, le Sud, mais là on est dans des territoires plus russophones. Donc je pense que il a pris conscience qu'il ne pourrait pas y arriver, et du coup il s'est concentré sur les objectifs premiers. D'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi il n'a pas fait cette guerre du Donbass dès le début. Parce que ça lui aurait évité quelque part... C'est-à-dire que la guerre du Donbass, il l'emmène depuis des années. Non, mais il l'amène depuis des années, mais une guerre significative. Il l'a menée par proxy interposé, par les forces séparatistes que l'armée russe, évidemment, aidait en sous-main, mais il n'y avait pas de présence militaire massive de l'armée russe. Donc là, l'armée russe y est. Il va se retrouver finalement, parce que ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de sécuriser ces fameux oblasts. Il va en créer probablement un troisième, c'est-à-dire une république séparatiste du côté de Kherson. Ça, c'est prévu. Donc il va se faire cette espèce de glacis autour de la mer Noire et de la mer d'Azov. C'est quasiment fait, puisque Mariupol, c'est ça. Voilà. Et que donc du coup, il s'est concentré sur des objectifs qu'il aurait pu atteindre. Au début, on l'aurait sanctionné, etc. Mais peut-être pas autant que on le fait actuellement. Mais disons qu'on aurait fini par dire, oui, finalement,
finalement l'Est c'est russophone, ils sont voilà, et puis on aurait fait comme pour la Crimée, la politique du fait accompli. Ce qui est proprement incompréhensible dans cette histoire, c'est d'avoir ambitionné au départ justement de conquérir tout l'Ukraine. Et là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Poutine, qui est un féru d'histoire, moi me surprend parce que il a pas été regardé. Moi, j'ai été regardé dans les bouquins d'histoire sur la guérilla que les Ukrainiens ont menée contre les Soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. On l'oublie, de 1945 jusqu'en 54, les Ukrainiens mènent une guerre terrible. Ils ont éliminé, je vous donne deux exemples. Ils arrivent en 44, ils éliminent un général soviétique, les bandéristes. Ils font un attentat et ils tuent un type qui s'appelait Vatoutine, qui était le grand vainqueur de la bataille de Koursk, qui est la plus grosse bataille de chars de l'histoire. Et dans les années 50, il y a une visite d'un ministre de la Défense polonais communiste de l'époque, et ben ils éliminent le ministre de la Défense. Donc les bandéristes, enfin voilà, les partisans de Stepan Bandera et les nationalistes ukrainiens étaient très efficaces. C'était des gens qui avaient une tradition de guérilla, d'insoumission, et Poutine semble avoir complètement ignoré ça. Voilà. Mais pourquoi il a été mal conseillé? Il a été mal conseillé ou il décide seul? Si vous dites s'il a déjà raté la guerre ou pas? Je pense qu'il y a un mélange il y a une sorte d'ivresse dans Poutine. Je pense que l'épisode de la Seconde Guerre mondiale qui a été évidemment célébré hier et la façon dont cette guerre résonne chez lui est particulier. Donc quand il y a quelques des sympathisants néo-nazis, on va dire, chez Azov ou avec Edar ou Pravi Sector, qui sont des mouvements nationalistes ukrainiens et qui héritent de ces traditions et qui donc professent justement une allégeance au Troisième Reich. Ça le fait bondir. Et je pense qu'il prend prétexte de ça parce que pour lui, moi j'ai coutume de dire que Poutine livre une guerre qui est la prolongation de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les Américains, eux, c'est le dernier acte de la guerre froide. Donc on est sur deux tendances, mais c'est clairement une guerre russo-américaine. Faut arrêter moi je sais, quand je suis allé en Ukraine, je suis tombé nez à nez, j'étais avec des volontaires français, je l'ai déjà expliqué sur cette antenne, je suis tombé nez à nez sur des instructeurs américains avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai dialogué, qui nous ont dit que c'est eux qui encadraient les volontaires, donc ils étaient visiblement dans ce domaine à la manœuvre. J'ai écrit ça dans le Figaro Magazine, on m'a dit ah non machin, ça veut pas dire que les Américains. Aujourd'hui tout le monde le dit, tout le monde sait que depuis 2014 les Américains arment. Et Dimitri Chiskiak, pour prolonger ce que disait Régis Sommier en fait il y a 2 minutes, c'est-à-dire qu'il disait oui, il y a chez les Ukrainiens une volonté de résistance, une organisation qu'ils avaient déjà montrée dans les années 50. Là, le peuple ukrainien, notamment dans sa partie ouest, était prêt et continue de se battre et de résister, et bien organisé. Oui, mais vous savez, quand j'entends l'exposé que je viens d'entendre, je suis quand même hilaré parce que ce sont des narratifs justement russophones que nous entendons à la radio française. Alors moi, je dois vous dire quand même que l'histoire de l'Ukraine... C'est Wikipédia, Stepan Bandera, c'est tout. C'est pas un narratif russophone. Mais attendez, il faut quand même, puisque vous m'invitez, que vous me donnez la parole, bien alors sûr. moi je vais vous dire quelque chose qui est peut-être, disons, va vous surprendre, mais l'Ukraine c'est un pays indépendant, où alors justement les nationalistes n'ont jamais été à la majorité, c'était toujours des éléments qui n'étaient pas, disons, les plus importants, mais que toute la nation ukrainienne va combattre contre la Russie parce que c'est un acte d'agression contre l'Ukraine indépendante et qu'il n'y a pas de sympathisants russophones ni au sud ni à l'est de l'Ukraine après 8 ans de guerre contre la Russie. Vous devez quand même comprendre qu'après les exactions qui ont été faites par le régime de Poutine sur le sol ukrainien, qui ne sont pas comparables avec les exactions du régime nazi qui n'a pas fait autant de victimes civiles, il n'y a pas autant de victimes civiles. Aucune victoire sur le sol ukrainien. Il y a eu des milliers de Polonais, des milliers de Juifs qui ont été assassinés dans ce pays. Justement, il y a eu des milliers de Juifs et des milliers de Polonais qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Mais vous ne pouvez pas dire que le régime nazi n'a pas fait autant de morts que Poutine. C'est faux. Arrêtons. C'est une abomination ce que vous dites là. Non, je dis des victimes civiles ukrainiennes. Et les Juifs, ils n'étaient pas ukrainiens. Et les minorités polonaises de Wallonie, ils n'étaient pas ukrainiens. Qui participent de nos jours à cette guerre, ils disent que ça n'a pas été la même chose. Non, mais je dois vous le dire parce que j'ai quand même dans ma famille et dans
chez pas mal de gens, les mêmes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'aujourd'hui. Ils disent que ce n'a jamais été la même chose. Et surtout, on ne l'attendait pas de nos voisins russes, qui sont quand même de la même souche soviétique que nous. Monsieur, je vais vous donner des chiffres. Il y avait 2,5 millions de juifs en Ukraine avant la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait plus que 70 000 après la Seconde Guerre mondiale. Où ont disparu ces quelques 2 360 000 juifs? Ils sont allés où, monsieur? Mais je ne parle pas du peuple juif, je vous parle du vous parlez du peuple juif, donc il est différent du peuple ukrainien. Donc ces juifs-là n'étaient pas ukrainiens. À l'époque. Hein. Non, mais pas du tout. C'est énorme ce que vous dites. C'est n'importe quoi. Non, mais écoutez, vous connaissez la Shoah par balle? Vous dites que c'est n'importe quoi, c'est votre point de vue. Oui, mais il y a des faits quand même, Dimitri Tchissiak. De l'époque, il y a quand même eu, évidemment, ces milliers, voire beaucoup plus, effectivement, de personnes qui ont été tuées, quoi, même. Et il n'y a pas que les Juifs, les Polonais de la Wallonie, les 20 000 Polonais qui ont été assassinés par les milices bandéristes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient pas ukrainiens, c'était des minorités. Oui, en effet, c'était des minorités. Ils ne devaient pas correspondre au canon du régime à l'époque. Oui, ben évidemment qu'il y avait des exactions. Je parle de l'échelle de l'extermination du peuple ukrainien maintenant et avant. C'est ça dont je parle. Oui. Alors, pour revenir quand même à un dernier mot, Dimitri Tchiskiak, sur la résistance en fait aujourd'hui et sur ce qui se passe en fait du côté de Kiev. Quelle est la situation en fait aujourd'hui? Oui, mais alors Kiev est quand même maintenant sous les attaques des missiles russes toujours. Il y a moins de bombardements. Il y a moins de bombardements. Nous avions quelqu'un en ligne ce matin de Kiev qui nous disait que il y a même une partie de la population qui revient un petit peu en fait à Kiev. Oui, alors les bombardements continuent, mais heureusement qu'ils sont contre-attaqués par notre force antiaérienne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bombardement, c'est parce qu'ils sont contre-attaqués. Oui, voilà, c'est ça. Comme les systèmes para-aériens sont maintenant en dehors de Kiev, alors les missiles tombent pas à Kiev principalement, mais dans la région de Kiev. Mais à l'époque, avant, comme c'était la région de Kiev qui était entourée par les forces russes, alors on ne pouvait pas placer justement ces mécanismes hors de Kiev. Alors c'est ça la différence qui fait moins de dégâts, moins de morts, évidemment. Mais ça continue toujours et dans les autres villes aussi, comme Odessa, etc. Oui, Odessa beaucoup, évidemment, dans tout l'est du pays. On va y revenir dans un instant avec vous, Dimitri Tchiskiak, traducteur, professeur à l'université de Kiev, et Régis Le Sommier, grand reporter qui est avec nous, ancien patron de Paris Match, enfin adjoint de Paris Match, qui est avec nous aussi ce matin sur Sud Radio. Et vos appels au 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Sud Radio, 9h47. 5h10, le grand matin Sud Radio. La vérité en face. Et dans la vérité en face, nous sommes toujours en compagnie de Régis Le Sommier, grand reporter, ancien numéro 2 de Paris Match, et de Dimitro Tchiskiak, poète et traducteur, professeur à l'université de Kiev, pour un débat assez tendu, on va dire. Mais ce qui non, mais donc évidemment, c'est sur la réalité en fait et les chiffres, bien sûr, des précédentes guerres et puis de ce qui se passe en fait aujourd'hui. Régis Le Sommier et Dimitro Tchiskiak, l'une des grandes interrogations actuellement, ici, dans toute l'Europe d'ailleurs, dans le monde entier, c'est est-ce que cette guerre peut s'arrêter ou est-ce qu'elle va durer en fait longtemps? Vladimir Poutine a dit qu'il pouvait y avoir la menace d'une guerre globale en fait ce week-end, mais on l'a senti, comme le disait Dimitro Tchiskiak tout à l'heure, Régis Le Sommier, moins combatif, comme si finalement, et ce que vous disiez en fait tout à l'heure, peut-être qu'il pourrait y avoir une partition du territoire et puis cette guerre s'arrêter. Possible ou pas? Moi, je pense que c'est ce qu'il va rechercher à terme. Ce qu'il est en train de faire au niveau territorial, c'est d'essayer de conquérir. Vous savez, on parle du Donbass, un petit peu, on jette ce nom avec les deux républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Mais en réalité, ces territoires-là, ces oblasts, comprennent une partie qui est contrôlée encore par les Ukrainiens. Et l'ambition des Russes, justement, c'est de contrôler tous ces territoires. Je pense que c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus inquiet pour Odessa
que pour Kiev. J'y étais il y a 3 semaines à Odessa. C'était déjà une ville qui était sous tension, où les gens comment continuer leur vie, mais avec rythmé par les alertes, les missiles le soir surtout qui frappaient la périphérie. Quand on voit la situation géographique d'Odessa, quand on sait que les Russes contrôlent la Transnistrie, cette république moldave, enfin qui fait partie de la Moldavie et qui est sécessionniste, on pense que il suffit de se référer à ce qu'a dit Poutine depuis 10 ans, c'est-à-dire cette espèce de volonté un peu identique à celle d'Hitler de protéger les populations russes, ou en tout cas de les ramener dans la mer Russie en fait. Et donc ce qui est en train de se profiler, ce serait justement une manière pour lui d'arriver jusqu'à la Transnistrie, et donc la ville d'Odessa serait le dernier port, c'est le dernier port aujourd'hui qui appartient au gouvernement ukrainien. Donc le vrai danger, ce serait un siège pour que il termine un justement. Un peu comme Mariupol, ce siège qui est terrible. On a vu ce qui est arrivé à Mariupol et c'est un désastre et comment une horreur. Et donc là, on risque pour cette ville. Alors le problème, c'est, je dirais qu'Odessa, il y a quand même quelque chose d'un peu compliqué aussi pour les Russes. C'est une ville qui a une résonance particulière. C'est la ville du cuirassé Potemkin. C'est la ville donc qui parle à l'imaginaire russe de la même manière que Kiev. Donc il y a un côté symbolique, il y a un côté religieux, il y a un côté très ancien. Donc détruire cette ville-là, c'est prendre cette responsabilité. Il y a quelque chose de voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand Poutine pourra-t-il dire finalement ça suffit, je commence à négocier? Je n'en sais rien, mais je pense que la question du Donbass est quelque chose d'absolument crucial, parce que c'est cette guerre-là. Aujourd'hui, on dit ah oui tiens, la guerre elle a commencé le 24 février. Non, elle a commencé en 2014. Et pour les Ukrainiens et pour les Russes, elle s'est livrée dans l'est de l'Ukraine depuis ce moment-là. On l'avait oublié, nous occidentaux, parce qu'il y avait la guerre en Syrie, parce qu'il y avait plein d'autres choses, et qu'on ne s'est pas tellement intéressé à ce conflit. Or, les Russes, pendant toutes ces années, tous les soirs, aux 20h, je veux dire, l'équivalent étaient bombardés d'informations sur ce qui se passait au Donbass. Il y a une sorte de crispation au Donbass. Et la ville de Mariupol, par exemple, il y avait déjà eu... pour préparer les esprits, en quelque sorte, aussi, du peuple russe, quoi. Parce que, pour qu'il soit derrière lui, quoi. Oui, absolument. Dmytro Tchiskiak, est-ce que vous pensez que justement, comme on le disait avec Régis Sommier à l'instant, Odessa, c'est la clé de la fin éventuelle de cette guerre? Oui, alors je dois vous dire que les projets de Poutine, depuis le début de la guerre, ont changé plusieurs fois. Et la cause de ces changements, alors, c'est justement la défaite de l'armée russe. Alors, ce qu'on voit, évidemment, il voulait prendre toute l'Ukraine, évidemment, il voulait prendre Kiev. Et alors, quand il n'y est pas arrivé, parce que justement, à cause de ce que l'armée ukrainienne a offert, une résistance à laquelle il ne s'attendait peut-être pas, alors maintenant, on voit que justement, le scénario de guerre alors se passe plutôt dans le sud et de l'est de l'Ukraine, mais je dois vous rassurer quand même, notre ministère de la Défense est clair et net, Odessa ne sera jamais prise. Et on voit maintenant quand même que les forces russes n'ont pas les moyens de conquérir. Et je pense qu'avec l'aide de l'armement européen et américain qui va arriver, lentement bien sûr, mais disons au mois de juin, au mois de juillet, l'Ukraine pourra passer à la contre-attaque. Et c'est alors là que les forces russes vont être chassées aussi de la région de Kherson et disons peut-être aussi des régions de Donbass. C'est ce qui va se passer d'après les prévisions du ministère de la Défense. Alors je veux m'excuser quand même peut-être de me laisser emporter tout à l'heure. Non, ça fait c'est normal. Débat, quand je parlais d'exaction sur l'armée, sur l'Ukraine, alors ça, je ne parlais pas de l'échelle, en fait, parce qu'évidemment, dans la Seconde Guerre, il y avait encore plus de morts, parce que la guerre a duré plus, et alors et toute l'Ukraine était occupée. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est qu'il n'y avait pas de telles exactions envers les civils de la part des nazis en Ukraine, parce que, par exemple, il n'y avait pas de viol des enfants, il n'y avait pas autant de viols des femmes, parce que ce n'était pas dans la pratique de l'armée allemande de l'époque. Mais ce que nous voyons aujourd'hui avec l'armée
l'armée russe. Alors, évidemment, la population, elle est terrorisée. Bon, l'armée allemande de l'époque. Non, Dmitro Tchiskiak, je peux pas vous laisser dire ça parce que l'armée allemande de l'époque, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, a commis en fait des choses aussi horribles, bien sûr, voire pire. Enfin, tout est horreur évidemment dans la guerre, donc on ne peut pas quand même en fait dire ça. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Merci aussi Régis Sommier. Vous pensez justement que avec l'armement fourni par les Américains et cette résistance qui est forte quand même ukrainienne, ça peut se prolonger, donc que Odessa reste le point de cristallisation. Bien sûr, alors il y a d'autres points de cristallisation. En ce moment, il y a des batailles qui sont livrées à Izium, à Kharkiv, à Severodonetsk. Il y a vraiment des points où la bataille fait rage. Le problème principal d'un point de vue militaire, vous savez, on dit la logistique pour une armée, c'est la mère des batailles. Et c'est d'arriver justement de pouvoir acheminer ses armes. Quand vous voyez les distances, on a un peu de mal parfois à se rendre compte, mais l'Ukraine, c'est un pays qui fait 600 000 km² et les distances entre la ville de Lviv, par exemple, et la frontière polonaise, et puis une ville comme Izium, où se trouve le front, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Donc le problème, c'est l'approvisionnement, tandis que les Russes, eux, livrent une bataille avec un front qui est adossé à leur propre territoire. Donc les lignes de ravitaillement des Russes sont beaucoup plus courtes que celles des Ukrainiens, d'autant que jusqu'à présent, au début du conflit, disons que dans le premier mois et demi, les Russes ont assez peu touché au réseau ferroviaire, et quand ils ont compris qu'une partie de l'armement était acheminée justement par cette voie-là, parce que l'Ukraine est un pays qui est extrêmement irrigué par les trains, c'est un moyen assez commode justement de se déplacer, d'autant qu'aujourd'hui, parce que dans les trains, vous n'avez pas de checkpoint. Quand vous êtes sur les routes, vous êtes contraint de montrer vos bagages tout le temps. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de voyager en voiture qu'en train. Et aujourd'hui, donc les Russes ont commencé à l'est justement à frapper les trains, sachant et anticipant justement un apport d'armement par ce biais-là. Oui, merci beaucoup Régis Sommier, grand reporter, d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Je rappelle aussi La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. Ça, c'est dans la collection bouquin.